Et voilà, aujourd'hui, nous avons comme invité le professeur Camille Baba, qu'on appelle le professeur des Baba avec nous, dans cette émission pour parler aujourd'hui de droit, pour parler de constitution et tout ce qui va avec. Le professeur Camille Baba est licencié en droit pénal et aussi en sciences informatiques, mais aussi et puis une maîtrise en droit public. Maîtrise en droit public, voilà, ce qui fait très bien et qui nous donne bien sûr cette opportunité pour entamer et parler de notre sujet de cette semaine. Alors, parlons d'abord de droit public. Pour ceux qui ne savent pas exactement, vite fait, c'est quoi le droit public? Bon, le droit public, c'est une branche du droit. Le droit est divisé en deux. Le droit est divisé en droit privé et le droit public. Depuis le XVIIIe siècle, les philosophes sont venus avec des idées pour voir comment les hommes peuvent vivre ensemble. On a partagé le droit en deux, le droit public et le droit privé. Et aujourd'hui, comme nous allons parler souvent de la Constitution, le droit constitutionnel, c'est une partie du droit public. Le droit public est divisé en droit constitutionnel, en droit administratif, et aussi nous avons plusieurs formes de droit. Mais il y a aussi une partie du droit dont on ne parle pas beaucoup, c'est le droit non écrit, c'est le droit coutumier. Ah bon? Quand on parle de droit coutumier, les gens pensent toujours que c'est l'Afrique. Non, c'est depuis même l'Angleterre, mais la France, avant la Révolution française, le droit coutumier existe déjà partout dans toutes les sociétés. Pays. Dans toutes les pas sociétés. Seulement en Afrique. Pas seulement en Parce Afrique. que les gens tendent à croire que c'est un droit non écrit. Oui. Parce qu'il y a les droits écrits et les droits non écrits. Non écrits. Le droit écrit, c'est comme nous avons la Constitution et tout ça, il y a le droit non écrit parce que c'est des précédents. C'est les précédents. Au fil du temps, les humains peuvent se dire que voilà, quand nous avons des litiges dans la société, c'est comme ça qu'on parle de ça. Exactement. La dot, par exemple. Par exemple, la dot. Ou si moi, aujourd'hui, je meurs dans certaines coutumes, que ma femme devient automatiquement la femme de mon petit frère. Oui, exactement. Ce sont des lois. Ce sont des lois. C'est des lois dont on ne parle pas, mais ça dirige la société. Ça dirige la société. On y reviendra parce que on comprend très bien d'abord, qu'on parle à un professeur et deux, un professionnel en droit. Et on a beaucoup à apprendre avec des gens comme vous. Professeur Camille Baba. Mais si nous vous avons invité, c'est pour aller droit au but. Vous êtes Congolais d'origine. La situation en RDC aujourd'hui, tout le monde parle de changement de la Constitution. Le président Félix Tshisekedi, d'après beaucoup, estime, on l'a entendu aussi, que la Constitution de 2006 n'est plus adaptée aux réalités actuelles de la République démocratique du Congo. Selon vous, professeur Camille Baba, quels sont réellement les aspects de cette Constitution qui posent problème aujourd'hui? D'ailleurs, nous avons vu que vous nous avez amené même une copie de cette Constitution. Quels sont les aspects qui posent problème, d'après vous? Bon, d'abord, parce que vous avez parlé de ça, j'ai amené un cadeau pour vous. Merci beaucoup. La Constitution de 2006 a été changée. Certains articles, certaines dispositions de cette Constitution ont été changées en 2011. Mais la Constitution originelle, c'est la Constitution de 2006. Elle est là. Merci beaucoup. Mais avant ça, j'ai aussi quelque chose dont le Congolais ne parle pas souvent. Oui. Je vous ai aussi amené la Constitution de Lulabour. C'est notre première Constitution. Oui. De Lulabour en 1964 avec le président Joseph Kasavubu. Qui est Kananga aujourd'hui. Qui est aujourd'hui Kananga. Oui. Je vous donne encore un cadeau. Merci beaucoup. Aussi, mais quand nous sommes entrés, reconnus comme un État indépendant, avec le roi Baudouin de la Belgique, qui au fait nous a légué la souveraineté. Il y a eu ce qu'on appelle la loi fondamentale. La loi fondamentale, c'est le prélude de la Constitution de 1964, signée et proclamée par le roi Baudouin. Voilà, c'est la loi fondamentale. Ça, c'est la loi fondamentale. Oui. Et la loi fondamentale est de mai 1960. Donc un mois avant l'indépendance. L'indépendance. Voilà. Ah, waouh. Voilà, ça c'est vrai que le Congolais est entendu. Voilà. Mais revenons à notre question. Alors à la question, quels sont réellement les aspects de cette Constitution qui pose problème aujourd'hui chez les Congolais aujourd'hui? Bon, avant de parler de ça, nous allons parler. C'est quoi la Constitution? La Constitution, c'est l'ensemble de normes juridiques. Je vais rester moins professionnel, parler un langage courant. Oui, pour que tout le monde comprenne. C'est l'ensemble de normes juridiques au-dessus de toutes les normes. Ça veut dire que ça a une suprématie. Les gens se mettent ensemble, un contrat social, comme Jean-Jacques Rousseau le disait, pour que nous puissions voir comment nous allons vivre. La Constitution a deux volets. L'organisation de l'État et l'organisation des institutions de l'État. Il y a plusieurs volets secondaires, comme on ne peut pas parler ici, peut-être on n'aura pas beaucoup de temps, mais le plus important, c'est des dispositions de l'organisation de l'État
les dispositions des institutions de l'État vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de la population. Alors, le problème se pose quand on parle de mots changer la Constitution ou modifier la Constitution. Ben, si nous sortons du cadre politique, la Constitution peut être changée. Elle est faite elle-même pour être changée. Elle est faite elle-même aussi pour être modifiée. On doit faire la différence. Mais qui a l'autorité de le faire? L'État. C'est quoi l'État? Qu'est-ce qu'il y a une différence entre l'État et la nation? Je ne veux pas entrer, mais je vais attendre votre prochaine question pour que nous puissions expliquer. Oui. L'État, c'est l'organe moral suprême qu'on appelle l'État. La lingua tobenga l'État. L'État. Nous avons appris ce mot avec les colons. C'est le pouvoir suprême de la nation. Mais le pouvoir suprême, l'État est constitué en quoi? En trois choses. Il faut qu'il y ait une population, il faut qu'il y ait une autorité politique, et puis il faut qu'il y ait un territoire. Quand nous avons ces trois choses, nous avons un État. Une nation, c'est encore une autre définition, dont je ne veux pas entrer, mais nous avons un État qui s'appelle l'État congolais. Je dis bien population, autorité politique, et puis un territoire. Quand un territoire a des problèmes, comme chez nous maintenant avec la guerre, c'est-à-dire qu'une partie de notre territoire n'est pas contrôlée par le gouvernement, la Constitution peut être mise en cause. Parce que le président de la République est le garant de la Constitution. Il est l'autorité suprême, choisie par le peuple, pour représenter l'État. Donc, enlevons la Constitution, n'entrez pas dans les débats politiques. La Constitution peut être modifiée, la Constitution peut être changée. Ça, c'est la Constitution elle-même qui le dit. D'accord. Voilà. Mais jusque-là, vous n'avez pas répondu alors à ma question. Je reviens sur ma question. Quels sont, selon vous, réellement les aspects de cette Constitution qui posent problème aujourd'hui? Pourquoi les gens en parlent? Qu'est-ce qui dérange le Congolais aujourd'hui dans cette Constitution? Parce que le Congolais, pas tout le monde. Quand nous parlons de changement de Constitution, les gens parlent toujours au mandat présidentiel. Ah, ok. Au mandat présidentiel. Les pouvoirs politiques du président ne constituent même pas un centième de ce que la Constitution dit. Waouh. Donc, la Constitution peut être changée. Ce n'est pas à cause du mandat. Troisième mandat, quatrième mandat, 10e mandat, ce n'est pas la même chose. Je vais vous donner un exemple. La France, qui au fait a appris à beaucoup de nations ce que c'est la Constitution aujourd'hui, parce que il y a Montesquieu, qui aussi est à la base du système républicain du gouvernement que nous avons, un philosophe français de l'époque. Bien sûr qu'avec lui, il y a Aristote, il y a aussi John Locke. Les trois des gens qui font les droits connaissent ces noms. Ils sont à la base de ce que nous avons aujourd'hui comme un système international de pouvoir républicain. Le général de Gaulle, en 1958, la France aujourd'hui est à la 5e République. Il a vu que voilà, la façon dont la France a été gouvernée ne répondait pas au système que nous voulons, nos aspirations. N'oubliez pas que voilà, la France a eu une révolution française qui a créé la France que nous avons aujourd'hui. Mais en 1958, en août 58, le général de Gaulle a réuni un nombre de personnes en tant que chef de l'État pour voir la constitution que nous avons aujourd'hui. Donc, ce sont des choses que ce n'est pas le président qui peut décider, mais le président a un mandat populaire. Avec cette force de mandat populaire, le président peut demander au Parlement, il y a plusieurs machins, il a ce qu'on appelle le pouvoir constitutif. Il a le mandat constitutif, le pouvoir constituant, pardon, excusez-moi, le pouvoir constituant de demander ou de soumettre un changement ou une modification des constitutions. Ce n'est pas un problème de palabre. Un problème de palabre du tout. Et deux méthodes ont été évoquées pour adopter une nouvelle constitution, ça c'est en RDC. On parle d'un référendum populaire ou alors un vote au Parlement. Quelle option seront-vous avec votre expertise ou expérience que vous avez? Quelle option serait selon vous la plus légitime sur le plan démocratique? Bon. Est-ce que le référendum ou cela doit être fait au Parlement? Restons dans le domaine du droit. Oui. Dans le domaine du droit, on a ce qu'on appelle, je répète encore, le pouvoir constituant. Oui. Il y a le pouvoir constituant originaire, il y a
le pouvoir constituant dérivé. Les gens qui font le droit ou qui sont dans l'administration publique connaissent. Le pouvoir constituant originaire, c'est le pouvoir de faire une nouvelle constitution. Dans quelles conditions nous le faisons? Par exemple, s'il y a un coup d'État, s'il y a un changement de république. Dans le cas de notre pays, en 1965, le président Mobutu a fait le coup d'État. Il a eu le pouvoir constituant originaire de faire le manifeste de Lancélé, qui est devenu plus tard la constitution du pays. Les gens ne savent pas. Nous avions eu une constitution qui s'appelle le manifeste de Lancélé. En 1960, je vous ai donné un cadeau, nous avions eu l'indépendance. Pour avoir l'indépendance, il fallait qu'il y ait une loi suprême qui s'appelle la loi fondamentale. C'est le pouvoir constituant originaire. En 2006, nous avions créé une constitution avec un groupe de gens qui étaient mis, pas élus, des gens qui étaient nommés pour créer une nouvelle constitution, c'est que nous avons en 2006. Ils ont eu ce qu'on appelle le pouvoir constitutionnel, le pouvoir constituant originaire. D'abord, une constitution, quand elle est écrite, elle peut être stricte ou elle peut être souple. Une constitution stricte, comme en Amérique, par exemple, où c'est pas facile de changer la constitution. On peut ajouter les amendements. Je ne vais pas entrer parce que nous vivons ici. Mais une constitution souple, par exemple, dans le cas du Congo, où les pouvoirs s'entendent entre eux. Le Parlement peut léguer certains de ce pouvoir au gouvernement, le gouvernement peut le léguer, la Cour constitutionnelle peut voir, penchant, comme nous avons chez nous ce qu'on appelle le pouvoir partagé. Donc, on peut trouver, du point de vue de droit, comment faire. Le référendum, c'est quand vous avez ce qu'on appelle le régime populaire. Nous avons une population de plus de 200 millions de personnes. Ce n'est pas facile d'aller trouver chaque Congolais, dire ce qu'il veut. Alors nous avons une représentation parlementaire. C'est-à-dire que le peuple donne sa compétence à un groupe de gens qu'il élit pour qu'ils parlent pour eux. Nous avons une démocratie parlementaire avec une constitution souple. Donc, cette façon-là, on peut changer la constitution. Mais le président de la République, qui est le garant de la constitution, a aussi une compétence pour initier pas le changement de la constitution, mais la modification, bien sûr qu'avec son gouvernement, avec l'accord du Premier ministre, pour déposer cette motion au Parlement. Et il peut, n'importe quel article, sauf des articles verrouillés, peuvent être modifiés. Alors, nous savons que la majorité présidentielle, réunie au sein de l'Union sacrée, comme on le sait tous, dispose d'une large majorité, évidemment, au Parlement dont vous parlez. Est-ce que cela, professeur Camille Baba, pourrait faciliter une révision constitutionnelle sans véritable débat national, parce qu'ils sont majoritaires? Bon, le fait qu'ils sont majoritaires, ça dit qu'ils ont un mandat populaire. Bon, nous devons nous entendre que voilà, il y a eu une élection démocratique au Congo. Ces gens sont élus. S'ils sont élus, c'est que le peuple les a choisis pour qu'ils puissent représenter leurs constituants. Voix. Ce sont des membres constituants du Parlement. Exactement. Nous avons deux chambres. Nous avons choisi notre forme républicaine de gouvernement, ce qu'on appelle le gouvernement bicéphale. Bicéphale, ça veut dire que le gouvernement a deux têtes. Le président de la République et le Premier ministre. Oui. Nous avons aussi choisi le système bicaméral. Ce sont des termes juridiques. Ça, j'ai jamais entendu parler. Bicaméral, ça dit que ce bi, c'est deux. Le Sénat, la Chambre basse, la Chambre haute et la Chambre basse. Ils représentent le peuple en deux. C'est le système bicaméral. Et puis, nous avons le système bicéphale. Le président de la République et le gouvernement. Il n'y a pas macrocéphale, comme Jean-Louis. Jean-Louis va aimer cette blague-là. Ouais, au Congo, au Congo, on va trouver une place pour ça. Exactement. Alors, il y a une organisation politique qui est mise en place. Si le peuple a prouvé que voilà, moi, j'aime les gens qui ont cette tendance de penser, qu'ils soient élus, ils peuvent former la majorité présidentielle. C'est-à-dire qu'ils ont une tendance qui représente la volonté du peuple. Donc, on peut dire la majorité présidentielle, ce n'est pas du clientélisme, ce n'est pas de la flatterie politique. C'est le peuple qui a choisi les gens qui ont une tendance de cette façon. C'est légal. C'est légal. Que vous pensez nationalisme, vous pensez républicain, vous pensez socialisme, vous pensez de cette façon,
il a choisi des gens qui ont cette tendance politique et il se regroupe en mouvement politique. Comme j'ai dit au début, ça crée chez nous une constitution souple, une façon souple de diriger le pouvoir. La consultation entre les trois pouvoirs de l'État. Ils se consultent entre eux parce que c'est le mandat du peuple. Donc, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Alors, merci pour cette réponse. Certains analystes, professeur, estiment que ce projet de ce changement de constitution pourrait ouvrir la voie, et ils le disent, hein, j'étais à Kinshasa, j'ai entendu certains analystes qui en parlent, à un troisième mandat pour le président Félix Tshisekedi après 2028. Cette inquiétude vous paraît, fondée, ou s'agit-il juste de spéculations politiques? Bon, je vais pas faire un jugement, je rentre dans le cadre du droit. Et tout doit être légiféré, tout doit être dans un système où on respecte les normes. Quand on commence à faire des spéculations politiques, ben, on met de la place on forme, on commence à penser selon ce que les individus ou un groupe de gens parlent. Ouais. Et ça devient dangereux. Ça devient très dangereux. Restons dans le code du droit. Et dans le code du droit, nous pouvons dire seulement que, voilà, ça ne peut pas ouvrir la porte à des divisions politiques ou quoi. Le débat fait partie de la forme républicaine du pouvoir. Si quelqu'un est pour ou contre la Constitution, il n'est pas votre ennemi. C'est un débat politique dans le cadre de la Constitution. Celui qui a plus de voix, la voix qui va gagner, c'est la voix populaire. C'est-à-dire qu'il y aura 20% des gens qui seront mécontents, mais il y a 80%. Les gens qui seront contents pour le faire, ça devient légitime. C'est ça la démocratie. Même la loi est juste. N'oubliez pas que voilà, en Afrique du Sud, pendant l'apartheid, ils avaient une constitution. Aux États-Unis, pendant l'esclavage, il y avait une constitution. Est-ce qu'elle était juste? Non. Mais est-ce que c'était de normes de droit? Oui. Ce sont les normes de droit. Ce sont les normes de droit. Mais jusqu'à présent, professeur, aucun texte, en tout cas officiel, que moi je connais, peut-être que vous en connaissez, n'a été présenté au Parlement. Est-ce que peut-on dire que le débat actuel repose davantage sur les hypothèses et des calculs politiques que sur des propositions concrètes? Oui, bien sûr, sur des propositions concrètes. Les gens commencent à faire des commentaires avant même qu'ils soient devant le problème. Mais n'oubliez pas que le président de la République ou le Parlement ou le peuple a le devoir, a le droit de faire un changement de constitution ou modification de constitution quand il veut. Quand il veut. Et vous parlez de ce peuple-là. Cette constitution congolaise affirme que le peuple est souverain, vous l'avez dit, et peut exercer ce pouvoir par référendum, vous l'avez dit encore. Dans ce contexte, quelle devrait être la place réelle du peuple dans ce processus constitutionnel? C'est ce qu'on appelle la démocratie populaire. La démocratie populaire est difficile à mettre en place. J'ai vécu dans un pays qui s'appelle la Suisse, un des rares pays qui a la démocratie populaire. C'est-à-dire c'est le peuple suisse qui décide, même des lois, mais beaucoup de choses, à la poste. Ils vont les voter, ils vont faire les choses. Alors, c'est difficile. Même en France, ils ne peuvent pas le faire. Parce que c'est pour ça qu'on vote, on donne le pouvoir à un membre constitutif pour le faire à notre place. Mais ça ne veut pas dire qu'il fallait. Mais il y a aussi un gouvernement nationaliste. C'est-à-dire que le pouvoir du Parlement national, c'est ce que nous avons au Congo. Ils sont représentants du peuple. Mais le problème avec le Congo aujourd'hui, c'est que nous avons une partie de notre pays qui n'est pas dirigée par le président. Alors, problème. C'est un problème pour la population locale. Mais les représentants de ces gens sont toujours au Parlement. Les territoires sont pris par les rebelles, mais les gens qui ont été votés pour ces peuples sont toujours au Parlement. Donc, ils peuvent parler pour ce peuple. Je vous ai dit au début que voilà, pour qu'on ait un État, il faut qu'il y ait un territoire, une population et un pouvoir politique. Le président de la République, par exemple, il peut dire que voilà, j'ai un problème pour diriger une partie de mon pays, parce que la Constitution peut être mise en cause. Parce qu'il ignorera la Constitution. Et donc, ça va de son... Il a gagné la souveraineté extérieure. Je suis, nous souvent, le président a plaidé la cause du Congo à l'extérieur. Nous avons gagné ce qu'on appelle la souveraineté extérieure. Nos relations avec les Nations Unies, avec d'autres pays. Notre souveraineté nationale intérieure est menacée. C'est un manquement de la Constitution. Quand la souveraineté, à ce moment-là, il y a des prérogatives, il y a des dispositions constitutionnelles qui permettent au président de prendre des mesures radicales pour remédier à cette situation. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, à ce niveau. Mais
il a ce pouvoir d'appeler un groupe de gens qui peuvent dire que voilà, nous devons faire ça, ça, ça. N'oubliez pas que voilà, c'est un contrat social. Et cela, on l'a vu aussi, professeur. On a vu cela dans plusieurs pays africains. Et d'ailleurs, dans l'histoire politique africaine, les révisions constitutionnelles sont souvent associées à des enjeux électoraux. Voilà, électoraux ou des enjeux de pouvoir. Oui. Comment éviter que cette réforme ne soit perçue comme un simple instrument politique? D'abord, il faut que le peuple comprenne qui est le peuple. Quelle est sa souveraineté? Sa souveraineté, c'est de marcher dans la rue ou faire... Non. Sa souveraineté, ça dit qu'il a légué son pouvoir à un membre constituant, à un groupe constituant. C'est l'ordre politique. Tu comprends? Ça n'enlève pas le droit du peuple de parler ou de faire quelque chose. Mais quand il parle, il faut qu'il y ait un canal qui puisse amener la voix du peuple. Que ce soit des organisations humanitaires, des organisations privées, ou des organisations populaires, ou même les organisations politiques comme le Parlement. Donc, ça peut se faire à ce niveau. Les syndicats même des employés, les syndicats même des employés peuvent aussi. C'est une institution. C'est une institution. Les écoles sont des institutions. Les universités sont des institutions. Ils peuvent aussi parler parce que ça représente un groupe populaire. D'accord. Ma dernière question, professeur. Pensez-vous, enfin, professeur Kamide Baba, qu'une réforme constitutionnelle aujourd'hui pourrait réellement renforcer la démocratie et la stabilité en RDC, ou au contraire risque d'accentuer les tensions politiques? C'est un faux débat parce que je vous ai donné des cadeaux ici. En tout cas. Je vous ai donné des cadeaux ici. Si on ne pouvait pas changer la Constitution, aujourd'hui, la loi fondamentale, c'est la loi suprême du pays. C'est vrai. En 64, il y a un groupe de Congolais qui ont fait la Constitution de Luabo. Mobutu est arrivé, il a fait avec ses membres du gouvernement, le manifeste de Lancélé. Mais professeur, certains se disent on va continuer à changer les constitutions. Changer les constitutions. C'est vrai qu'il n'y a pas de limite, mais le peuple lambda s'est dit on va changer de constitution jusqu'à quand? Et à quand on aura cette Bible-là qui est finalement... Bon, parce que la constitution évolue avec le temps et l'espace. Comme toutes les lois organiques. Ça évolue avec le temps et l'espace. Elle doit évoluer. Une constitution stricte est difficile à évoluer avec le temps. Une constitution souple à évoluer. Je prends l'exemple de l'Amérique. C'est une constitution stricte qui sépare les pouvoirs. Mais il y a ce qu'on appelle le Bill of Rights qui donne la porte aux amendements constitutionnels d'être échangés chaque année. L'Amérique vit avec ce qu'on appelle le précédent. Il y a 100 ans, on ne parlait pas de mariage entre deux hommes ou entre deux femmes. Aujourd'hui, on en parle. C'est une évolution de la société, dans la culture américaine, dans l'administration américaine. C'est une loi constitutionnelle. Il y a 70 ans, on disait que voilà, une femme ne peut pas avorter. Ou une femme peut avorter. C'était un amendement constitutionnel. Aujourd'hui, on a renversé ça. Exactement. Il y a ce qu'on appelle l'évolution culturelle, l'évolution politique et l'évolution sociale. Les lois doivent changer en fonction du temps et de l'espace. Je vous ai dit qu'à un moment donné, l'apartheid en Afrique du Sud était légal. À un moment donné, l'esclavage était légal. Avec l'évolution du temps, on change les termes et des normes juridiques. Quand nous le faisons, c'est parce que nous voulons vivre dans une société. Nous ne pouvons pas rester. N'oubliez pas que la Constitution 2006 a été faite par qui et avec qui? Avant ça, il y avait la Constitution de 2001 de Sun City qui a donné la porte à la Constitution de 2006. Exactement. C'était des belligérants, les gens qui ont fait la guerre pour avoir du pouvoir. On peut aussi douter que voilà, est-ce que ces gens ont eu le mandat du peuple? Est-ce que c'est le peuple qui a choisi ça? Ce sont des gens qui sont venus, ils ont gagné, ils ont fait la guerre, ils ont fait une nouvelle république. Mais aujourd'hui, nous avons une démocratie. Nous avons maintenant le champ de demander à la population, et il y a un canal parlementaire ou référendum populaire pour que le peuple puisse décider sur ça. Mais pour le moment, nous avons une constitution souple qui donne le pouvoir constituant le pouvoir de changer la constitution ou de modifier la constitution à des organes bien déterminés. Le président lui-même ne peut pas le faire, mais peut demander au Parlement, peut demander au... C'est pas un projet de loi. Il y a une différence entre un projet de loi et puis un changement de la Constitution. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un débat on doit sortir des nuances politiques, on doit sortir des idées personnelles, mais laisser la place au débat. Le débat doit exister. Ça fait même partie de la forme républicaine du gouvernement. Nous devons débattre
Et le débat qui est le plus populaire, c'est le débat qui gagne. Exactement. Donnons la chance à ce débat de le faire. Mais bien sûr, s'il y a la majorité présidentielle au Parlement, mais parce que le peuple a choisi que les gens qui pensent d'une certaine façon aient la majorité présidentielle. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. C'est le peuple qui a donné le mandat à ces gens qui, voilà, vous pouvez vous entendre pour me représenter. Mais malheureusement, c'est comme ça que le système marche. Le droit n'est pas juste, mais c'est le droit. Mais c'est le droit. Yeah. Dura lex sed lex, vous dites. Voilà. En tout cas, nous aurons toujours besoin de vous, professeur Kamide Baba. Merci en tout cas pour le temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup à vous pour me donner cette considération que je considère comme vraiment quelque chose de spécial. Mais on continue à le faire pour éduquer notre population, pas seulement dans le domaine de droit, mais dans d'autres domaines, de social et même du point de vue démographique, du point de vue des problèmes économiques, surtout le problème du tribalisme, par exemple. On va même parler prochainement santé. Hein, voilà, le problème de la santé, on était en train le problème de travail. Avant cette émission, voilà, je pense qu'on aura beaucoup de choses à discuter. En tout cas, merci encore une fois. Merci à vous, Papa Roger, merci en tout cas. Super. Ça fait plaisir.